chacun un génie. Il faut juste découvrir quel talent on a. Si vous prenez soin de vous, ça augmente probablement votre confiance en vous. Et je pense que si on choisit avec son cœur quelque part, on ne va pas regretter. Soyez vous-même. Et si vous avez l'envie de soigner quelqu'un, ça va sortir. Bonjour et bienvenue à Inspire. Élevez votre potentiel en maîtrisant les secrets des plus grands experts. Notre invité aujourd'hui est le docteur Menno Pruim. Menno Pruim est médecin, interniste, néphrologue. Il a pris une formation en Belgique. Il est arrivé en Suisse en 2005, où il a débuté sa carrière au CHUV en 2006. Privatdocent, professeur. Ce matin, il va nous parler de comment soigner sa carrière. Donc, merci beaucoup Menno d'être ici présent avec nous aujourd'hui. Ce que je propose, c'est que tu te présentes peut-être à notre beau public qui est venu nombreux pour t'accueillir. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, je m'appelle Menno Pruim et je suis médecin. Ce n'est pas tellement de ça que je veux parler aujourd'hui avec vous. Je veux un peu partager mon parcours et il faut quand même savoir comment je me suis fait inviter ici parce que je connais Lorraine. Et un soir, on prenait un verre et elle parlait de ce joli projet, LIFT, que j'aime beaucoup. Elle dit qu'il y a des conférenciers et je ne sais pas si j'avais bu une bière de trop, mais j'ai dit, tiens, moi, je veux bien venir parler une fois. Et une seconde plus tard, dans ma tête, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire là? Parce que, qu'est-ce que je veux les dire finalement? Mais quelque part en moi, dans mon cœur, j'avais l'impression, oui, pourquoi pas? On va partager. Je pense que c'est ça l'idée, d'inspirer, de partager des parcours de vie. Donc c'est ce que je veux faire ce matin. Je ne veux pas que partager mon parcours, mais aussi le parcours de quelques-uns de mes collègues. Moi, je travaille au CHUV, effectivement, à Lausanne. Mais bon, il y a des hôpitaux partout en Suisse, comme vous savez. Et donc, j'ai demandé la semaine dernière, cette semaine, à quelques-uns de mes collègues de aussi raconter un petit peu leur parcours que je vais partager avec vous. Et j'ai probablement 4 messages à passer ce matin, que j'espère que vous allez les reconnaître dans mon parcours. D'abord, n'abandonnez pas, il faut persévérer. Et je pense que si vous êtes ici, vous êtes déjà sur le chemin de persévérer et de vous donner les outils pour avancer. Deuxième chose que je veux partager, c'est oser prendre des risques. Je vais vous dire quels risques moi j'ai pris, mais aussi ceux de mes collègues pour avancer. Troisième chose, bien sûr, pensez peut-être à postuler pour travailler dans la santé, parce qu'il y a plein de différents métiers. On a besoin de monde aussi, même si vous allez recevoir 50 refus au début, on a quand même besoin de monde, donc persévérer. Et c'est un domaine super sympa pour travailler. On rencontre des gens de tout horizon. Et voilà, mon dernier, 4e message, c'est prenez soin de vous. Parce que si vous prenez soin de vous, ça augmente probablement votre confiance en vous. Et ça va aussi vous aider à offrir plus au poste de travail que vous allez certainement trouver. Voilà, ça c'est la petite introduction. Je pense que je vais continuer de parler, sauf si tu avais une question à poser. Donc voilà, moi je suis effectivement hollandais, donc je suis migrant. Et mon parcours de vie, je dirais comment est-ce que je suis arrivé dans le domaine de la santé. Donc, mes parents sont divorcés quand j'avais 5 ans. Après, je vivais avec ma mère. Ce n'était pas toujours facile. Mais j'aimais bien étudier parce que quand on fait ses devoirs, on n'est pas dérangé, tout le monde respecte, on est au calme.
Et donc j'ai toujours bien mes devoirs, jusqu'à ce que je suis arrivé à l'adolescence, où là, voilà, les hormones et tout, j'ai laissé tomber un peu. Donc j'ai quand même réussi à finir la maturité, mais je ne savais pas très bien quoi faire, donc je suis parti une année, je voulais aller en Inde en fait, mais je suis resté bloqué en Allemagne, où j'ai fait du bénévolat. Je travaillais avec des enfants de tout horizon, comme éducateur, sans diplôme, hein, mais bon, ça ne comptait pas. C'était de toute façon une belle expérience. Et cette année-là, j'ai bien réfléchi, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Bon, je veux faire médecine. Donc voilà, je me suis inscrit, mais je n'étais pas pris aux Pays-Bas, parce que mes notes n'étaient pas extraordinaires. Donc j'étais un peu déçu, mais par hasard, c'était de nouveau, j'étais dans un bar. Vous allez vous penser que si tout le temps dans un bar, c'est pas vrai. Rarement, mais là... Et je parlais à quelqu'un qui me disait, mais pourquoi pas étudier en Belgique? Donc j'ai dit, pourquoi pas? C'est pas si loin de Pays-Bas que ça. Donc je suis allé à Louvain, effectivement, pour étudier la médecine. J'étais pas le seul Hollandais là-bas. Et j'ai remarqué que les Belges... Bon, on s'entend bien, mais on avait dans la première année de médecine 400 étudiants, dont 100 Hollandais. Et ils nous faisaient bien comprendre que les Hollandais devaient faire un double effort. Et effectivement, la plupart de mes copains hollandais rentrés après une année n'avaient pas réussi. Moi, par persévérance, j'ai heureusement réussi à avancer, à finir mes études de médecine. Et après... bon, je suis retourné aux Pays-Bas, plutôt pour une histoire d'amour. Et là aussi, j'ai dû refaire ma place. Je peux trouver une place en médecine interne. Et bon, l'amour n'a pas marché, médecine interne, oui. Et après, j'ai rencontré Sophie, qui est aujourd'hui, depuis 2006, ma femme, mais qui était suissesse. Donc après, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans la carrière qu'on a? Et voilà, j'ai suivi mon cœur, comme souvent dans la vie, je suis parti, parce que Sophie avait passé une année avec moi aux Pays-Bas, je voyais que ce n'était pas le grand bonheur. Donc je suis venu en Suisse en postulant partout. Je pense que j'ai écrit effectivement 50 lettres. Je me disais, j'ai quand même un diplôme de médecin, interniste, ça va marcher. Non, c'était soit pas de réponse, soit désolé, on n'a rien pour vous. Le seul qui a voulu me prendre était un professeur de néphrologie à Lausanne, mais comme médecin bénévole. Voilà, j'ai dit ok, c'est mieux de rien. Donc je me suis lancé 3 mois. Le petit problème, mon français était pas très développé, c'est toujours un petit peu plein d'erreurs grammaticales, si vous m'en voulez pas. Donc j'ai dû étudier le soir le français. Heureusement, j'avais un petit bouquin que j'ai cherché ce matin, je ne l'ai pas trouvé, avec 200 phrases très utiles pour les médecins, pour interroger les malades. Et comme ça, j'ai commencé. Et le début n'était pas facile. Je me souviens une fois, je proposais à mes collègues que là, on avait besoin d'un spécialiste de poumon. Ça s'appelle un pneumologue, mais je disais pneumatologue. Et ça fait rire tout le monde, moi pas, franchement. J'étais presque en larmes. Et ça me touche encore parce que je me disais, voilà, il me méprise ici, ça ne va pas le faire. Mais heureusement, il y avait des collègues qui avaient remarqué que j'étais en difficulté, qui m'ont remonté le moral et j'ai continué. Et voilà, là j'arrive au premier message, persévérer. Ce professeur qui m'avait offert un poste de médecin boursier n'avait pas de poste après pour moi, donc ok. Je suis retourné aux Pays-Bas où je pouvais encore travailler comme médecin. Mais il me disait, oui, mais j'ai un poste dans 2 ans. Je n'avais pas de contrat, j'avais juste son parole. Et parfois, il faut faire confiance aux gens, je pense. Donc, je l'ai cru. Et voilà, il a tenu parole. Il m'a donné une place 2 ans plus tard. Et moi, j'aimais bien le milieu académique parce qu'on enseigne. Bon, évidemment, d'abord, on va soigner les malades.
mais on va aussi soigner. Oui, ça j'ai déjà dit. On va aussi enseigner. Évidemment, au début, quand je prenais le micro pour des étudiants, je m'excusais d'abord pour mon français avant de continuer. Ce n'était pas évident. Mais j'ai remarqué parfois, quand on ne gère pas à 200% une langue, qu'on arrive à simplifier les choses. Et ça, les étudiants ont bien aimé, je pense. Donc, j'arrivais à simplifier, vu que je ne pouvais pas utiliser le vocabulaire que je voulais, donc ça tombait bien. Et donc, j'ai continué d'enseigner. J'ai aussi fait pas mal de projets de recherche, parce que j'ai toujours eu une curiosité pour mieux comprendre les choses. Et voilà, c'est un petit peu comme ça, concours de circonstances. Je suis resté à Lausanne, même si j'habite à Genève, où mes 3 enfants sont nés, où ma femme habite. Et donc je prends le train. Donc ça tombe bien qu'ici, c'est à côté de la gare. Donc je vais prendre le train après. Et ça, depuis 2005, 2006, je fais ça. Ça, c'est mon parcours. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il faut suivre mon parcours, mais j'espère que vous avez pris quelques messages depuis là. Comme je vous disais, je veux aussi partager le parcours de certains de mes collègues. J'ai promu que je vais changer leur nom, donc il faut que j'y pense. Le premier qui m'a beaucoup touché, parce que moi j'ai aussi découvert des choses, parce qu'on parle différemment, on est dans le feu d'action tous les jours. Je m'occupe des patients dialysés, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des patients qui ont une maladie des reins très grave. Et à un moment donné, les reins disent stop, je ne peux plus. Et là, heureusement, il y a la dialyse. Donc, heureusement et malheureusement, parce que c'est très lourd. Donc, ce sont des patients qui viennent 3 fois par semaine dans un centre de dialyse pour se faire piquer avec 2 aiguilles dans le bras, nettoyer leur sang. Un traitement prend environ 4 heures. Après, ils rentrent à la maison très fatigués. Et, soit ils viennent lundi, mercredi, vendredi, soit mardi, jeudi, samedi. Pour eux, c'est difficile de continuer de travailler. Certains y arrivent et méritent toutes nos éloges. Parce que, voilà, je vois à quel point ils souffrent et ils sont quand même capables de donner une place quelque part à leur maladie, c'est comme ça. Et de continuer avec les outils qu'ils ont encore. Et j'étais sur un terrain de foot ce week-end, parce que voilà, mes enfants jouent au foot. Et j'étais à côté d'un autre papa et qui me disait, je ne sais pas, il me disait comme ça, il dit oui, vous savez, chacun a un génie, il faut juste découvrir quel talent on a. Donc tout le monde ici présent, je suis certain que vous avez une compétence, quelque chose que vous avez reçu de la nature ou de Dieu si vous êtes croyant. Et voilà, il faut essayer de le trouver si vous ne l'avez pas trouvé et de l'utiliser. Et bon, quand on travaille dans le milieu de la santé, premièrement, je pense, tous mes collègues, ce qu'on a en commun, peu importe si on est infirmière, aide-soignant, secrétaire, technicien, cuisinier, on se sent peut-être utile parce qu'on aide quelqu'un qui est en difficulté. Et c'est ce qu'on partage. Et là, le parcours de premier collègue, qui s'appelle, je vais le nommer Emilio. Et Emilio, il a 62 ans. Il a donné son accord pour que je partage son parcours. Hein. Il ne savait pas que c'était sur YouTube. J'espère qu'il ne m'en veut pas. Emilio a 62 ans, il est portugais. Il a travaillé depuis très tôt comme maçon. Et bon, la situation au Portugal n'était pas facile, hein, il y a 30 ans. Donc il a décidé de venir en Suisse. Et à l'époque, Suisse offrait quelques possibilités de travail, mais pas comme maçon.
Et on était soit, selon lui, dans la restauration, soit il y avait un poste à la manège. Il travaillait dans un manège, il travaillait avec des chevaux, nettoyer évidemment, nourrir, etc. Et après ça, il a trouvé un job un peu plus stable dans le nettoyage. Il était dans des entreprises de nettoyage, mais en fait, ça lui faisait bouger beaucoup parce que parfois il devait nettoyer à Genève, parfois à Lyon, parfois un petit peu partout. Et je n'avais pas compris tout de suite, mais vous allez découvrir plus tard, il voulait vraiment rester à Lausanne. Et lui, il avait vu le Grand CHUV, où il y a quand même 9000 employés, et il a postulé. Il m'a dit, tous les 3 mois, il a écrit une lettre. Juste pour travailler dans le nettoyage. Et chaque fois, c'était non, désolé, on a trop d'autres demandes, d'autres personnes. Donc ça ne marchait pas. Pendant 3 ans, il a écrit tous les 3 mois une lettre. Finalement, il était pris. Et il était pris, il était heureux. Il a travaillé dans différents services, dans le nettoyage, souvent le soir. Après, il y avait un poste en néphrologie, aussi pour nettoyer, parce que vous pouvez imaginer, c'est pas très... voilà, il faut bien stériliser le soir l'endroit où on fait de la dialyse. Mais Emilio, il était un petit peu un homme à tout faire. Il a commencé à s'occuper de logistique de notre service parce qu'on a besoin de beaucoup de matériel. Commencer à commander le matériel, commencer à stocker le matériel. Lui, il savait où tout était stocké et aujourd'hui, il est voilà, responsable logistique de notre service à 62 ans. En plus, les mercredis, apparaît chaque semaine, depuis quelques années maintenant, un jeune homme qui a un handicap, il y a un petit retard mental. Donc il ne peut pas fonctionner entièrement normalement, mais il est très gentil. Le matin, quand on arrive, il veut serrer la main à tout le monde. Il dit « Bonjour Menou !» Voilà, il dit « Bonjour Grégoire !» Il connaît le nom de tout le monde. Et il aide Emilio à nettoyer. Et c'est fantastique, c'est un garçon qui a 30 ans, qui est dans un foyer et qui contribue lui aussi comme ça, pour garder tout au propre. Et j'ai demandé à Emilio, mais comment il est fini ici? Moi, je ne l'ai que demandé la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas posé la question dès le début, parce que ce garçon vient depuis, je pense, oui, plusieurs années. Et il dit, vous savez, moi, j'ai un enfant handicapé à la maison, une fille qui est née avec spina bifida, donc elle est en chaise roulante, elle a une autonomie à 20% et je l'aide avec tout. C'est aussi pour ça qu'il voulait venir travailler au CHUV, pour avoir un poste stable, pour ne pas être partout et ne rentrer plus tard, etc. Donc, et donc son chef lui a dit, mais voilà, vous avez déjà cette expérience, est-ce que vous ne voulez pas vous occuper de ce garçon qui cherche quelque part au CHUV un endroit pour lui aussi contribuer. Et donc voilà, il fait ça, sans formation spécifique, mais il le fait et je trouve que c'est un parcours de vie assez extraordinaire. Je partage un autre parcours, si ça vous intéresse encore. Parce que c'est aussi censé de vous donner des astuces, je pense, et des secrets. En tout cas, comment bien recruter, quels sont les profils que vous recherchez? Oui, je vais arriver là. Un petit profil, je l'appelle Gwenny. Elle aussi, elle est d'un horizon lointain. Elle vient de Madagascar, en fait. Et elle voulait toujours étudier la médecine, d'être jeune fille. Mais s'est mariée tôt, 18 ans, mariée, 19 ans,
son mari était recruté pour aller travailler à l'EPFL, à Lausanne, l'école polytechnique, comme informaticien. Donc elle a suivi, elle arrive en Suisse et découvre que voilà, son diplôme avec ça, elle ne peut pas étudier la médecine. Mais bon, elle a pris une autre formation, je pense dans management, quelque chose comme ça, ce qui marchait pas très bien. Mais pour payer ses études, elle travaillait dans un EMS comme soignante. Et elle avait fait un cours de Croix-Rouge, ça suffisait à ce moment-là. Et elle a continué de travailler, donc être soignante. Et elle aussi, elle voulait faire un peu plus. Donc elle a postulé au CHUV, elle a été prise il y a, je pense, 15 ans, là autour. Elle a pu faire, depuis son engagement au CHUV, aussi une formation pour ce qu'on appelle ASSC. Donc c'est une aide-soignante avec... non, c'est une sorte de profil entre aide-soignante et infirmière, je dirais. Vous savez, peut-être pour devenir infirmière, il faut quand même étudier 3 ans, soit 4 si vous travaillez à côté. Aide-soignante, ça va plus vite, 6 à 12 mois. Et ASSC, on peut aussi combiner avec les études après, c'est aussi autour de 12 mois. Donc elle a fait ça, et elle aussi, elle a toutes ces compétences qu'on utilise et dont on bénéficie tous les jours. Donc elle est très polyvalente, elle sait monter les machines, elle sait installer des mesures de la tension artérielle. Donc elle a trouvé sa place et je lui ai demandé est-ce qu'on n'avait pas regretté de ne pas avoir fait la médecine et non, la vie, voilà, la vie, en fait un chemin où il y a des points où les chemins se croisent un peu, soit on va à gauche, soit on va à droite. Et je pense que si on choisit avec son cœur quelque part, on ne va pas regretter. Elle n'a pas dit à son mari c'est à cause de toi que je n'ai pas pu faire la médecine. Non, elle s'est dit bon, j'étais destinée comme ça, j'accepte ce destin et elle adore son job. Être médecin, ça semble génial, mais c'est quand même beaucoup de boulot, peu de vie privée, hormis quand on a pris vers là. Et elle a dit, voilà, comme ça, j'ai quand même eu, après le travail est terminé, j'ai plus de temps pour faire autre chose, pour m'épanouir. Et donc, voilà, c'est ça le parcours de vie. Après ces petits parcours, on doit passer aux choses sérieuses, c'est ça? Donc, c'est vrai, tu veux savoir... En fait, le CHUV est un grand employeur. Oui, tout à fait. Et ça m'arrive aussi maintenant, donc je suis médecin cadre, donc je suis impliqué dans l'engagement du personnel dans notre service. Surtout les médecins assistants, mais quand même aussi secrétaire médical, infirmière. J'ai la chance aussi qu'on me demande mon avis, donc je fais des entretiens. Et j'ai donc réfléchi un peu, qu'est-ce que je note comme point important quand on postule en santé. Donc je vais prendre mes notes, parce que je les ai notées quelque part. Oui, j'ai écrit... à faire et à ne pas faire. Moi, je ne suis pas un job coach, hein. Je n'ai aucune idée si ce que je dis c'est complètement faux, tu peux me corriger. Ou quelqu'un d'autre dans la salle si vous avez déjà appris mieux que moi. Est-ce que je commence à faire ou à ne pas faire? À ne pas faire, c'est toujours sympa de commencer à ne pas faire. À ne pas faire, bon, vous étiez tous largement à l'heure. Très bien, à ne pas faire, c'est être en retard. En santé en général, dès qu'on est en retard, les patients ils ne font savoir qu'on est en retard, même si on s'excuse, on dit on a eu une urgence en bas, ils ne vont pas nous croire. Non, non, c'est pas vrai.
Je ne parle pas des urgences. Les urgences, c'est vraiment un système très très difficile à organiser. Je pense qu'il y a plein de managers qui ont essayé de fluidifier, ça reste compliqué. Mais au moins pour l'entretien, ne soyez pas en retard. Personnellement, ça me met en difficulté si les gens sont beaucoup trop tôt aussi. Peut-être on le dit moins souvent, on pense faire une bonne impression, mais ça met un stress sur celui qui va faire l'entretien parce que non, c'était prévu à 11 h et là, tout le monde est déjà là. Mon Dieu, je dois encore faire ça, ça, ça. On commence à s'excuser à la personne qui est déjà devant la porte. Donc voilà, venez juste 15 minutes avant, c'est bien, comme ça vous êtes sûr. Même si vous êtes devant la porte déjà 1 heure avant, attendez. Être trop tôt, ça induit un stress. Peut-être vous ne le réalisez pas pour celui qui va vous interviewer. À ne pas faire, dans le domaine de la santé, on aime les gens honnêtes qui ne vont pas prétendre de pouvoir faire des choses qu'ils ne savent finalement pas faire. Donc, n'allez pas dire « moi, je sais faire des prises de sang ». J'en ai engagé comme un et après, elle allait faire sa première prise de sang. Je me suis rendu compte qu'elle ne savait pas faire. Ce n'est pas grave. Je l'ai appris à faire, mais au moins, soyez honnête parce que tôt ou tard, on va savoir que vous ne savez pas faire, même tôt, parce qu'on est dans les gestes finalement, et si vous allez travailler aide-soignant, il y a toutes sortes de techniques pour porter les personnes, pour les manœuvrer à gauche, à droite, donc là aussi, ne pas exagérer. On n'aime pas des gens trop sûrs d'eux-mêmes. Soyez vous-même. Hein, et si vous avez l'envie de soigner quelqu'un, ça va sortir. Et il faut peut-être passer le message que vous adorez soigner les gens, les aider, peu importe leur culture, leur compte en banque, tout le monde devient patient à l'hôpital, quelque part. Hein, moi, dans le salle de dialyse, on a de tout. On a le banquier à côté d'une personne au chômage, qui est à côté de, je ne sais pas, d'un retraité de 85 ans, à côté d'un jeune de 19 ans qui malheureusement ne peut pas faire de formation. Voilà, donc on soigne les gens, peu importe background. Oui, il faut avoir un contact visuel. N'allez pas regarder à droite, à gauche, non, osez, parce que c'est que là qu'on voit si vous êtes sincère ou si vous êtes juste là parce que l'office d'emploi vous a forcé. Et n'oubliez pas, chaque job, je pense, a quelque chose d'intéressant, de joli. Et parfois, on va faire un job, ce n'était pas le premier choix, mais au moins, on a du pain sur la planche. Moi, j'ai fait plein de jobs pour financer mes études. J'étais dans la restauration, bien sûr, mais je n'étais pas doué pour servir les gens. Donc, tout de suite, j'étais plutôt mis dans la cuisine. Bon, ça veut dire, ok, je vais nettoyer les assiettes. Au moins, les assiettes étaient propres après. J'ai aussi travaillé dans des EMS où je ne savais rien faire. Même si j'étais étudiant en médecine, hein, je ne savais pas porter les gens. Il fallait utiliser ces machines qui font lever les gens. J'ai bloqué plus qu'une malade dans le ciel sans savoir comment continuer. Donc, mais on apprend. Et donc, osez aussi, mais osez dire que vous êtes super motivé, mais que vous n'avez peut-être pas encore toutes les compétences nécessaires. Oui, et ne dites pas que je pense, si on pense que les recruteurs ou ceux qui ont engagé ont lu le CV 10 fois de A à Z, c'est probablement pas vrai. Ils ont pu vite regarder. Donc ne dites pas c'est dans mon CV. Okay? Ne dites pas c'est dans mon CV. Non, expliquez, redites. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de lire, ce n'est pas de leur faute non plus. Donc ne dites pas ça. Et à faire, ouais. Je pense qu'il faut transmettre surtout l'enthousiasme. Hein. Ça, ce n'est pas toujours évident si on va pour le Xème entretien. Intéressez-vous quand même au job. Quelqu'un qui ne sait rien sur le service de néphrologie, qui n'a pas un petit peu regardé qu'est-ce que c'est la néphrologie, qui postule, c'est un petit peu difficile de
de croire que celui-là va faire le job. Je pense que vous apprenez maintenant un peu pour dire oui, il faut tout de suite négocier les conditions, peut-être pas le premier entretien. Hein. Là, tout ce qui compte pour moi, c'est que je vois votre enthousiasme. Travailler en santé, ça veut dire parfois partir un petit peu plus tard, partir un petit peu plus tôt. On s'organise entre collègues pour qu'on y arrive. Donc, enthousiasme. Et essayez, si vous avez une compétence en plus, peut-être vous avez plein de limitations, mais pensez à sortir cette petite compétence en plus. Moi, j'ai appris à faire l'échographie, ce que normalement les radiologues font, pas tellement les néphrologues, parce que je voulais vraiment apprendre ça. J'ai dû aller en Suisse alémanique et c'est devenu un bonus hein, et qui m'apporte beaucoup de choses. Donc, si vous avez une compétence en plus, il faut le mentionner. Il ne faut pas avoir une hésitation, parce que si vous parlez, je ne sais pas, 3, 4 autres langues, au milieu de santé, c'est important. Nous, on soigne des patients, je pense qu'on a 30 ou différentes nationalités. Bon, ils sont venus d'ailleurs peut-être il y a un moment, mais pas tout le monde parle super bien le français. Donc, je suis toujours très content d'avoir quelqu'un qui, tiens, qui est-ce qu'on a aujourd'hui, qui peut parler serbo-croate ou qui peut parler portugais. Ou, voilà. Et, donc, ça peut être une force de venir de notre horizon dans le milieu de santé. Fiabilité, très important. Si vous transmettez le message que vous êtes une personne fiable, si vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites, mais sincèrement. Peut-être ce qu'on peut discuter, c'est comment soigner également, prendre soin de soi. Oui. Ça, je pense, c'est un sujet important. Et après, on passera un peu aux questions-réponses. S'il y a des questions, évidemment. Oui. Bon, ça ne sera pas très médical non plus, mais occupez-vous de votre santé, cherchez quand même un généraliste et faites un check, c'est numéro 1. Hein. Plein de personnes sont hyper tendues sans le savoir. Et c'est dommage que si vous commencez un job et 3 mois plus tard, surtout en santé, une tension artérielle vite prise, et vous découvrir 210 et vous êtes en arrêt maladie parce que vous faites une complication d'hypertension. Donc soignez-vous, comme je disais au début, pour être en forme quand on va travailler et quand on est à la recherche d'emploi. J'ai aussi eu des périodes où rien n'avançait, où on est frustré, on a envie de rester au lit le matin, pourquoi se lever encore? Garder une structure pour avoir une possibilité d'avoir une bonne hygiène de sommeil. On passe tous des phases d'insomnie, j'en ai passé aussi, ça peut désespérer. Sachez que ça passe, ça peut durer des mois, des années, mais ça va passer. Mais maintenez une hygiène de vie qui est le plus saine possible, comme ça vous mettez tout de votre côté pour rester intégré. Hein. Si vous vous levez à 10, 11 heures le matin, bon, c'est sûr que le soir, dormir sera difficile. Et mieux vous lever comme tout le monde, tôt, 7 heures, là autour. Essayez de rester en forme, faites du sport, même si ce n'est pas beaucoup. Moi j'ai de la chance, je travaille à Lausanne, donc je dois prendre le vélo pour aller à la gare tout le matin. C'est le seul sport que je fais d'ailleurs, ce n'est pas assez, mais essayez de faire quelque chose pour être 100% au moment que vous avez un entretien de travail. Merci. Merci beaucoup.